Dimanche 12 avril, mesdames et messieurs, bonsoir et merci pour votre fidélité au programme de Cherfla Télévision. Bienvenue dans ce 18h de l'actualité. Dans le cadre de son programme de développement scientifique, l'Université Yambo Wologam de Bamako, en partenariat avec l'Alliance for African Partnership, a organisé du 8 au 10 avril un atelier sur le montage des projets pour recherche et financement. Cette initiative vise à équiper les chercheurs pour répondre efficacement aux appels à projets internationaux. Le compte-rendu est signé par Penda. Les locaux de l'Université de Kabbalah ont accueilli pendant 3 jours chercheurs, enseignants-chercheurs et porteurs de projets venus perfectionner leurs compétences en rédaction de propositions scientifiques. L'objectif, transformer des idées innovantes en projets solides et compétitifs, prêts à séduire les bailleurs de fonds. J'ai initié ce projet parce que j'ai eu à postuler à un appel pour pouvoir recevoir le financement pour organiser l'atelier au vu d'un constat. Parce qu'on voit de plus en plus chez nous, en Afrique, on peut le dire, mais surtout ici, au sein de mon université, qu'il y a un problème au niveau du financement de la recherche. Vous savez que c'est une faculté des lettres et des sciences, donc c'est un domaine qui n'est pas vraiment prisé en termes de recherche. Par exemple, les domaines scientifiques, purement scientifiques, eux, ils reçoivent beaucoup plus de financement. Donc, mais quelqu'un qui travaille sur les langues ou bien qui travaille dans le domaine des sciences humaines, souvent, c'est un peu compliqué. À travers des sessions pratiques et interactives, les participants ont appris à structurer les projets, à argumenter leur pertinence et à maîtriser leurs étapes cruciales de la conception scientifique, accompagner les chercheurs au-delà de la technique. Dans le cadre de cet atelier de renforcement des capacités, en recherche et financement de projets de recherche. Le module que j'ai préparé porte sur les cycles de la recherche. Donc c'est un module qui va porter sur les éléments, les étapes clés d'une recherche scientifique et aussi lorsqu'on rédige un projet de recherche, comment on fait le suivi, l'évaluation et la mise en œuvre de ce projet-là. Et enfin, nous avons un dernier module qui va porter sur le volet éthique de la recherche. C'est-à-dire que la recherche, par rapport aux questions éthiques, aux questions déontologiques, par rapport à l'intégrité du chercheur. Selon les organisateurs, l'atelier ne se limite pas aux aspects techniques. Il s'agit aussi de transformer les valeurs fondamentales de la recherche scientifique, intégrité, rigueur et méthode. Explique la coordinatrice de la formation, Dr Khadija Touré, l'initiative permet aux chercheurs de mieux comprendre les mécanismes de financement et les attentes des partenaires internationaux. Bon, c'est une formation initiée par l'université Yambo Wologam à l'endroit des enseignants-chercheurs dans le cadre de l'élaboration des projets de recherche. Et quand on sait que les enseignants ont vraiment besoin de ce type de formation pour pouvoir postuler à des appels à candidature afin de pouvoir gérer des projets et savoir comment budgétiser un projet, comment faire la rédaction scientifique, parce que c'est dans le cadre scientifique que tout cela s'inscrit. On a une quarantaine de participants et 3 formateurs qui sont ici au Mali et d'autres sont en Suisse. Donc c'est vraiment une formation qui donne de l'espoir pour rebooster la recherche au Mali. Pour les participants, cette formation représente une opportunité unique de renforcer leur expertise et d'augmenter leurs chances d'obtenir des financements. La qualité des propositions est aujourd'hui un facteur déterminant pour le rayonnement de notre recherche. Souligne le Dr Zakaria Nouta, participant à l'atelier. Les organisateurs espèrent que ces projets, désormais mieux structurés, auront un impact tangible sur le développement local et contribueront à l'émergence d'une recherche scientifique compétitive au Mali. Autre projet, celui du projet d'appui au renforcement de la gouvernance locale et la consolidation de la paix. Sigida Marani Bensinsi,
qui a donc initié une journée de salubrité à Massina. Cette action citoyenne a concerné la place de l'indépendance du Massina, dont l'objectif était de rénover le dit édifice par la peinture et de nettoyer ses abords. Le projet a été financé par le Fonds d'appui au moteur du changement FOMOC 2 à travers le soutien de l'ambassade du Danemark dans notre pays. Les détails dans ce commentaire signé par Sadio Sidibi. Initié par le projet d'appui au renforcement de la gouvernance locale et la consolidation de la paix, Sigida Marani Bensinsini, à travers le fonds d'appui au moteur du changement FOMOC 2, soutenu par l'ambassade royale du Danemark. La population de Massina, composée d'hommes, femmes et de jeunes, sortis massivement, a chaleureusement accueilli la délégation avant de se réjouir de cet acte citoyen. On remercie Tirac Sahel par rapport à l'accompagnement de la jeunesse et de la population de Massina et pour la rénovation de la place de l'indépendance. Cette initiative qui avait pour but de rendre propre la place de l'indépendance de Massina à travers une grande journée de salubrité et la rénovation du monument par la peinture s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui au renforcement de la gouvernance locale et la consolidation de la paix, Sigida Marani Bensinsini. À travers cette initiative, les organisateurs entendent promouvoir la cohésion sociale et renforcer les liens séculaires entre les communautés. Nous sommes à Massina aujourd'hui dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui au renforcement de la gouvernance locale et la consolidation de la paix, Sigida Marani Bensinsini. La population du Massina ont identifié et choisi des activités communautaires et que nous sommes là à exécuter aujourd'hui, que nous allons exécuter aujourd'hui, à savoir la rénovation par la peinture du monument de la place de l'indépendance et la salubrité, la grande opération de salubrité de la place de l'indépendance et ses abords. L'objectif de cette activité est de renforcer la cohésion sociale entre les populations, renforcer aussi le sentiment d'appartenance et le sens de la responsabilité des populations cibles, notamment les jeunes et les femmes, à la gestion des choses publiques. Pour le représentant de la mairie, il a salué les partenaires et les initiateurs pour ce travail patriotique. Je suis très content aujourd'hui pour accueillir les Tirac Sahel au Massina. Vraiment, ils ont très bien fait. On a réparé la place de l'indépendance. On a fait beaucoup de travail ensemble. Vraiment, c'est là que pour remercier les Tirac Sahel à travers FAMOC. La journée s'est poursuivie par des travaux de nettoyage et d'entretien. Revenons à Bamako et direction le Palais de la Culture qui a abrité la 11e édition du Festival du Dosso Nkoni, placé sous la présidence du ministre de l'Artisanat, de la Culture et de l'Industrie hôtelière en présence de son homologue de l'environnement. L'événement a réuni chasseurs traditionnels, artisans et autorités locales. Le compte rendu est signé par Hassanatou Traoré. Le festival du Dosso Nkoni s'impose comme un rendez-vous incontournable dédié à la valorisation du patrimoine culturel et du savoir-faire artisanal. À travers cette célébration, c'est toute la richesse des traditions liées aux confréries de chasseurs qui est mise en lumière, tout en offrant une vitrine à l'artisanat local, véritable symbole d'identité et de transmission entre générations. Quand tu parles du Dosso Nkoni seulement, c'est l'instrument qui reflète l'image du Mali. C'est le seul instrument où il n'y a pas un instrument étranger qui est combiné à lui. Donc là, les jeunes ont vu que nous devrons organiser un festival dénommé Festival Dosso Nkoni. Il est ouvert à tout le monde. Les chasseurs viennent de tous les coins du Mali. Les chasseurs viennent des pays limitrophes comme le Burkina Faso. Lui, il est venu spécialement du Burkina Faso. Nous avons mis l'accent sur un thème, paix et réconciliation dans les pays de l'AES. Donc nous allons faire des conférences de débat par rapport à ça. Nous avons aussi axé sur l'environnement. Qui parle du Dosso parle de la protection de l'environnement aussi. Une conférence de débat sur la géomancie qui sera animée aussi par un professeur qui a fait sortir des livres par rapport à la géomancie
C'est vrai, on parle de Dozongoni, mais cette année aussi, comme l'année dernière, on a initié aussi les Tchèblinchés de Beledou, qui fait partie de notre culture, qui fait partie de notre identité. Cet événement s'inscrit dans la dynamique des autorités maliennes qui ont décrété cette année comme celle de la culture et de l'éducation. Une orientation qui vise à promouvoir les valeurs nationales et à encourager un retour aux sources à travers les traditions et les savoir-faire locaux. Donc c'est un ensemble. Le Donso vu comme tel représente un tout. Et il reflète à suffisance ce que nous appelons aujourd'hui les gardiens de nos traditions. Donc c'est à la fois cet homme que nous voyons dans son vestimentaire, qui est aussi constant dans la brousse, mais aussi en retour il est dans les familles, parce qu'il réconcilie les gens, parce qu'il soigne, il nous aide à nous préparer pour beaucoup de vertus. Le Donso c'est aussi cet homme qui nous inculque les savoirs patriotiques. Sur place, les chasseurs expriment leur satisfaction. Ils saluent une initiative qui met en valeur leur savoir-faire et perpétue leurs pratiques ancestrales. Ils sont à féliciter. Je remercie le Diablo et tous les dojos du Mali. Aujourd'hui, nous sommes vraiment contents par rapport au discours du ministre de la Culture qui cherche aujourd'hui le regroupement de tous les chasseurs. Le festival du Dozongoni, dédié à l'instrument emblématique des chasseurs, se veut bien plus qu'une simple célébration culturelle. Pour le ministre de la Culture, cet événement doit avant tout être un cadre de cohésion sociale et de promotion de la paix entre les différentes confréries de chasseurs. Le Donsoya, c'est l'éducation, c'est la transmission, c'est un savoir ancestral, c'est des gardiens de nos savoirs ancestraux. Nous avons commencé un processus avec les différentes associations, à commencer par la fédération mère, qui est la fédération des Dosso, et toutes les autres organisations qui aujourd'hui sont prêtes pour se fédérer en une seule organisation, pour parler d'une seule voix, pour donner cet exemple d'unité et d'unicité à notre peuple. Et je crois que ça va être un moment très important dans la construction, dans la marche vers le Mali-Croix. Au cœur du festival, les centres folkloriques rythment les activités à travers des messages de bravoure, mais aussi de sensibilisation et de transmission des valeurs ancestrales. Plusieurs recommandations ont été également émergées de cette rencontre, notamment la nécessité d'unifier les confréries des chasseurs ainsi que la mise en place des organisations structurées au sein des pays membres de l'AES. En marge des prestations, les visiteurs ont pu découvrir les stands d'exposition mettant en valeur l'artisanat local, tandis que des démonstrations de pratiques mystiques et de savoirs traditionnels ont captivé le public. Direction la Côte d'Ivoire où le comité exécutif national de l'art sardine national a organisé le 11 avril à Abobo une formation dédiée à l'éducation financière et aux opportunités d'investissement. L'initiative vise à renforcer les compétences financières de ses membres et sympathisants tout en encourageant l'esprit d'épargne et d'investissement. La correspondance de Yakere Daïda mêlée avec la voix de Moussa Fomba. Ouverte aux membres de l'association Sardine Côte d'Ivoire ainsi qu'à des participants issus d'autres structures jeunes, étudiants, entrepreneurs et salariés, la formation a bénéficié de l'encadrement de spécialistes reconnus. Les participants ont pu bénéficier de l'expertise de M. Ouattara Abdoulaye, cadre bancaire, au cours de cette séance de formation pratique et théorique. Alhamdulillah, je remercie vraiment le mouvement en Sardine qui a permis donc de créer ce cadre de rencontre. C'était vraiment un cadre d'échange, de partage de certaines expériences sur l'argent. On sait tous que l'argent reste, comme on le dit, le nerf de la guerre. Et donc, comment avoir l'argent, comment gérer l'argent et tout ça pour faire face à ces engagements. Je pense que c'est un bon cadre que les jeunes en Sardine ont initié. Et ma modeste contribution, c'est de venir pour qu'on puisse échanger là-dessus. Ce qu'on retient, c'est que vu que l'argent est très important, quand tu n'as pas d'argent, tu n'es pas libre, tu ne peux pas contribuer. Et nous tous, nous contribuons pour une communauté forte. Donc, il faut qu'on sache ce que c'est que l'argent, comment gérer ce qu'on gagne et comment développer, comment augmenter, j'allais dire. Et donc, ce cadre nous a permis de ressortir certaines notions importantes qui sont des habitudes que le salarié ou l'homme d'affaires ou
en tout cas le guillotier, comme on le dit, qui fait du guilloyat, doit pouvoir avoir. Et donc, c'est de pouvoir savoir épargner. Parce que épargner, c'est une fois qu'on a l'argent, ce qu'on garde à côté pour des projets, en tout cas, ou faire face à des imprévus, et surtout les projets. Donc, quand on a des objectifs, quand on souhaite quelque chose dans un temps donné, il faut s'organiser pour réaliser ce projet-là. Et donc, l'une des habitudes qu'on a retenues, c'est que chacun de nous doit savoir épargner. En général, on parle de 10 à 30%, mais il faut savoir épargner. Si tu ne gardes pas de l'argent à côté, l'épargne devient donc, selon certains économistes, la première dépense qu'il faut faire. Quand tu as ton argent, il faut faire la première dépense et de se payer soi-même en gardant de l'argent à côté. Ça permet, d'avoir une épargne d'urgence qui permet donc de faire face aux imprévus. Et 2, de faire face à tes projets. Donc sans épargne, tu ne peux pas investir. Sans épargne, tu ne peux pas réaliser de projet. Donc voici vraiment ce premier module-là qui nous a permis de voir comment gérer son argent. Pour le professeur Yaya Karamoko, vice-président de l'université Nangui Abrogwa d'Abidjan et parrain de l'événement, cette formation initiée à l'intention des jeunes avait pour but d'approfondir la connaissance de ceux-ci sur la maîtrise des questions d'argent, notamment parvenir à gérer le peu que l'on a, le comportement à adopter pour améliorer ses revenus à travers des épargnes. Oui, alhamdulillah, aujourd'hui la jeunesse des Ansar Dine Côte d'Ivoire organise une formation sur l'éducation financière et les stratégies d'investissement. L'objectif de cette formation, c'est d'apprendre aux jeunes à mieux comprendre les questions d'argent, c'est-à-dire comment se comporter avec le peu que nous avons et comment continuer d'améliorer notre revenu. Comme nous sommes des musulmans, comment le faire d'une façon conforme à l'islam. Pour ça, un formateur qui est un grand expert, un banquier très expérimenté, qui est musulman aussi, est disponible aujourd'hui pour faire la formation. J'ai pu voir le début des cours ainsi que des échanges. C'est quelque chose de très productif qui va impacter les jeunes et tous ceux qui étaient là. Oui, j'ai vu que cette initiative est dans la stratégie générale d'éducation qui est très chère au mouvement Ansar Dine. Qu'Allah assiste son cheikh, les militants et tous les musulmans dans les différents efforts qu'ils font pour que les musulmans aient leurs capacités renforcées. Je le vois de l'école primaire jusqu'à la formation des cadres. L'association fait beaucoup d'efforts. Qu'Allah récompense ses efforts. Qu'Allah nous aide à avoir du succès. L'événement a permis aux participants de mieux comprendre la gestion de leurs ressources financières et de découvrir des opportunités concrètes d'investissement, contribuant ainsi à leur autonomie économique et à la promotion d'une culture financière solide. Le comité exécutif de l'ADN Côte d'Ivoire réaffirme son engagement à proposer régulièrement de telles activités pour soutenir le développement personnel et professionnel de ses membres et sympathisants. Nous restons avec Moussa Fomba pour le commentaire du reste de l'actualité en images et en bref. L'Iran et les États-Unis n'ont pas réussi à conclure d'accord lors des pourparlers qui se sont tenus dans la capitale pakistanaise Islamabad. Les délégations des deux pays sont rentrées dans leurs pays respectifs. L'Iran et les États-Unis sont parvenus à un accord sur un certain nombre de points, mais leurs vues divergent sur 2 ou 3 questions importantes, a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères Ismaël Bagaïe. Ils ont discuté de divers aspects de l'ordre du jour des pourparlers, notamment le détroit d'Ormuz, la question nucléaire, le paiement des réparations de guerre, la levée des sanctions et la fin complète de la guerre contre l'Iran dans la région. Les pourparlers irano-américains se sont terminés sans accord, a rapporté dimanche matin l'agence de presse iranienne Tasnim. La délégation américaine rentre aux États-Unis à la suite de discussions avec des responsables iraniens qui n'ont pas abouti à un accord, a déclaré le vice-président américain J.D. Vance. Islamabad continuera de jouer le rôle de médiateur entre les États-Unis et l'Iran et s'attend à ce que les parties continuent de respecter le cessez-le-feu, a déclaré le ministère pakistanais des Affaires étrangères. La marine du corps des gardiens de la révolution islamique, force militaire d'élite iranienne, empêchera tout navire militaire de franchir le détroit d'Ormuz, a déclaré le commandant de la marine
Dans un communiqué, toute tentative de navires militaires de traverser le détroit sera fermée et résolument déjouée, indique le communiqué publié par l'agence de presse Tasnim. Le commandement de la marine des gardiens de la Révolution a également démenti les informations concernant le passage du navire américain par le détroit. 2 superpétroliers vides ont tenté de traverser le détroit d'Ormuz pour rejoindre le golfe Persique dimanche, mais ont fait demi-tour à la dernière minute, juste après la conclusion des pourparlers entre les États-Unis et l'Iran, rapporte Bloomberg, citant des données de suivi des navires. Selon l'agence de presse, 3 grands pétroliers ont commencé à s'approcher du détroit en provenance du golfe d'Oman samedi soir. À ce point de contrôle efficace, la Dios Fanioros 1, en route pour Irak, et le Shalamar battant pavillon pakistanais et à destination de l'île Das, aux Émirats Arabes Unis, ont fait demi-tour, note Bloomberg. Ce revirement est intervenu au moment même où les négociateurs à Islamabad annonçaient l'échec des négociations, souligne le média. Le président américain Donald Trump a mis en garde la Chine contre d'éventuelles livraisons d'armes à l'Iran. Si la Chine fait cela, elle pourrait avoir de gros problèmes, a-t-il déclaré. Samedi, l'ambassade de Chine à Washington a démenti un reportage de CNN selon lequel la Chine prévoyait de fournir à l'Iran des systèmes de défense aérienne dans les prochaines semaines. La Chine n'a jamais fourni d'armes à aucune partie au conflit. L'information en question est fausse, a déclaré Liu Pengyu, porte-parole de la mission diplomatique chinoise aux États-Unis à l'agence TASS. Il réagissait à un reportage de CNN citant des sources affirmant que la Chine se préparerait à fournir à l'Iran des systèmes de défense aérienne portables par l'intermédiaire de pays tiers. En tant que grande puissance responsable, la Chine remplit systématiquement ses obligations internationales, a déclaré Liu Pengyu. Nous exhortons les États-Unis à s'abstenir de toute allégation sans fondement, de toute tentative de manipulation malveillante et de toute surenchère médiatique. Nous espérons que les parties concernées s'efforceront davantage de désamorcer les tensions. Les élections à l'Assemblée nationale, le Parlement monocaméral hongrois ont lieu ce dimanche. Le nouveau Parlement formera un gouvernement qui façonnera la politique de la Hongrie au cours des 4 prochaines années, notamment ses relations avec l'Union européenne, la Russie et l'Ukraine. Ces élections revêtent une importance particulière compte tenu de la position parfois dissidente de la Hongrie sur les questions européennes, qui a parfois engendré des différends entre Budapest et Bruxelles. À plusieurs reprises, en raison de cette position, la Hongrie a opposé son veto à des mesures relatives aux sanctions anti-russes, ainsi qu'à des prêts et à l'adhésion de l'Ukraine à l'UE. Les différends avec Bruxelles ont eu un impact considérable sur la campagne électorale actuelle, qui a été marquée par une vive rivalité politique interne et des scandales retentissants impliquant des services de sécurité étrangers, notamment ukrainiens. Le ministre des Affaires étrangères Peter Sujarto, dont le téléphone a été retrouvé sur écoute dans le cadre de ce scandale, a déclaré que son pays subissait une ingérence étrangère sans précédent dans ses affaires intérieures durant la campagne électorale actuelle. Budapest a accusé Bruxelles et Kiev de soutenir l'opposition et de tenter de compliquer la tâche du gouvernement en place. C'est tout pour ces 18h. Un grand merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Chirfla Télévision. Bonsoir.